En tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de financement. Pour avoir donc ce financement, certains font recours simplement aux banques. Cela marche pour certains, mais pour d'autres, non. Et c'est là qu'intervient justement, on va dire, le crowdfunding, le financement participatif. Comment, grâce au numérique, à l'Internet, vous pouvez collecter des fonds pour booster la croissance de votre entreprise. Gardez donc votre position. On en parle tout à l'heure dans coaching numérique. Dans nos champs ce midi, on va s'intéresser à la culture du gingembre. Bien évidemment, on va boucler l'émission du jour avec le débat qui s'intéresse à l'attribution des prénoms dans le foyer. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On installe donc ma première rubrique, coaching numérique. Encore appelé financement participatif, le crowdfunding peut booster la rentabilité et la croissance des entreprises qui désirent un financement efficace et rapide. On en parle ce midi avec Ghislain Kodjo. Il est béninois, certes, mais évolue en Europe. Il est surtout web marketeur et c'est avec lui qu'on va mieux comprendre le concept de ce financement participatif. Ghislain, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Alors, vous êtes au Bénin, ça fait combien de temps déjà? Déjà à peu près 1 mois. Donc, vous êtes en fin de séjour? C'est ça, je suis en fin de séjour. Je pars bientôt. D'accord. Alors, je le disais, vous êtes un web marketeur, mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet du jour, un web marketeur, il fait quoi? Ben déjà, dans web marketeur, on a web et on a marketeur. Donc, web, c'est tout ce qui touche à Internet. Et marketeur, c'est tout ce qui tourne en marketing, d'accord? Et le marketing, c'est l'ensemble des stratégies qu'on met en place pour vendre un produit. Et donc, le web marketeur, c'est la personne qui va s'occuper de mettre en place des stratégies, de définir d'abord les stratégies et de les mettre en place pour les entreprises, afin de les permettre de vendre des produits, en fait. Tout simplement. Alors, on parle de ce système de financement participatif, le crowdfunding. Déjà, au-delà de cette petite définition que j'ai donnée dans mon introduction, le crowdfunding, concrètement, c'est quoi? Quand on dit crowdfunding, crowd, c'est la foule, d'accord? La foule. La foule. Et le funding, c'est le financement. Le funding, d'accord? Donc, le crowdfunding, c'est un type de financement qui permet de gagner, de prendre de l'argent pour financer une entreprise grâce à la foule. Et quand on dit foule, qu'est-ce qu'on met dans la foule? Dans la foule, vous avez vos parents, vos amis, vous avez les gens sur Internet, les abonnés qui vont suivre vos produits, vos services. Nous avons plein d'autres personnes, en fait, qui ne vous connaissent même pas, qui vont adhérer à votre projet et sortir de l'argent pour pouvoir acheter ce produit à l'avance, en fait, afin de vous permettre d'avoir de l'argent pour votre entreprise. Donc, c'est réellement un financement participatif. C'est un financement Tout le monde peut, en fait. Le plus important, c'est que le projet soit en harmonie ou bien arrive à convaincre le public, en fait. C'est un peu ça. Après, il y a différents types de financement également participatifs. Il y a des Justement, j'allais vous demander, quels sont les différents types de crowdfunding qu'on distingue? Voilà, nous avons le financement qui est le financement le plus basique, qui est le financement avec don. C'est-à-dire que je viens... Financement avec don. Avec don et sans contrepartie. Je viens, j'ai un projet qui est peut-être un projet social, j'ai envie d'ouvrir peut-être une bibliothèque, un laboratoire quelque part, et donc je soumets le projet à un public pour lui dire, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Mais j'ai besoin de votre aide et je vous donne rien en retour. Ce que je peux vous donner, c'est de citer votre nom parmi les donateurs et tout ça. Donc c'est un don et on ne reçoit rien en retour. Après ça, nous avons le financement participatif qui est avec contrepartie. C'est-à-dire que moi, je vais lancer c'est pas supposons que je vais lancer un business de création de chaussures à base de matériaux qui sont en Afrique. Donc, je vais soumettre le projet à des gens sur Internet, à la famille, à des amis, afin qu'ils puissent m'aider à lancer ce projet-là. Et je vais leur dire que lorsque je vais lancer le projet, ils auront droit à des produits. Donc, il y aura une contrepartie. L'argent qu'ils vont donner, ce n'est pas de l'argent perdu. En retour, ils auront une contrepartie. Ils auront peut-être le produit à un prix exceptionnel qui permettra à celui qui a le projet de pouvoir se lancer rapidement ou bien se développer. Peut-être qu'il a déjà le projet et qui veut se développer davantage. À part ça, nous avons également le financement participatif qui est avec cette succession de titres. C'est-à-dire que vous allez faire rentrer des actionnaires. Les gens vont donner de l'argent à votre entreprise, mais ils vont avoir des parts dans l'entreprise, ce qui va leur permettre d'être également actionnaires pour pouvoir gagner quelque chose à la fin. Supposons que le projet ne marche pas, ils auraient perdu de l'argent. Mais si ça marche, ils vont gagner également de l'argent. Donc, il faut qu'ils croient en votre projet pour pouvoir le faire, en fait. Donc, après, nous avons également le financement participatif qui se fait avec des prêts. C'est les gens qui vont faire des prêts
Donc, c'est des particuliers, hein. C'est ce qu'on appelle le P2P, c'est du prêt avec des particuliers qui vont vous donner de l'argent pour pouvoir financer votre business et puis en retour, ils vont avoir un intérêt, bien évidemment, derrière. Alors, qu'est-ce que tout ceci fonctionne, justement, quand on a un projet, comment on arrive à ce financement participatif? Déjà, je pense que le plus important, c'est de prendre le soin de bien rédiger le projet et de trouver les arguments qui vont convaincre le public. C'est comme si vous étiez devant un jury et que vous devez défendre votre projet. Si les gens ne sont pas convaincus, ils ne vont jamais mettre l'argent dedans. Même si c'est un don où ils se disent qu'ils ne vont rien avoir en retour, il faut qu'ils soient sûrs que ce projet aura un impact sur la société. Donc, la première des choses, c'est bien définir son projet, bien rédiger le projet. Et la deuxième des choses, c'est de trouver la plateforme qui convient. Parce qu'il faut faire ça en ligne. Comme le dit, on est dans le digital. Donc, il y aura une plateforme qui va mettre en relation votre projet et le public. Comme ça, les gens vont pouvoir aller sur la plateforme et donner de l'argent à votre projet via les paiements en ligne, carte bancaire, mobile money, etc. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est ça. Et après, il ne suffit pas de mettre le projet sur la plateforme pour avoir de l'argent. Il faut communiquer. Donc, autour de cela. Donc, il faut avoir une équipe marketing qui vont vous aider à créer peut-être la vidéo de présentation de votre produit, expliquer ce qu'il faut, mettre en place les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook AdWords, tout ce qu'il faut, TikTok. Il faut beaucoup communiquer autour de ça parce que, OK, vous mettez ça sur votre page, vos amis vont voir ça. Mais vos amis, c'est pas, vous avez 100 amis, vous avez besoin de peut-être, c'est pas, 20 millions. Il faut atteindre une plus large cible. Et pour cela, il faut communiquer, il faut aller dans la presse, il faut aller voir les influenceurs, il faut aller voir beaucoup de personnes pour pouvoir communiquer autour du projet. Donc, à la fois, il faut avoir le projet, avoir la bonne plateforme et communiquer autour de cela. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les avantages de ce financement participatif, aussi bien pour l'entreprise, donc pour l'entrepreneur, que pour ceux qui vont participer à ce financement, les bailleurs de fonds? Voilà. Déjà, pour l'entreprise, le premier avantage, c'est que lui, il a besoin d'argent. Et donc aujourd'hui, vous savez, quand on démarre en tant que petite entreprise, on n'a pas forcément les garanties qu'il faut pour aller à la banque ou dans certaines institutions de microcrédit. Donc on est forcément obligé de passer par des prêts chez des amis, la famille. Et s'il n'y a pas de prêts dans la famille, il faut se tourner vers le crowdfunding. Et à partir de ce moment, le premier avantage, c'est de pouvoir avoir l'argent dont on a besoin pour démarrer ou bien pour s'accroître. Parce que parfois, il y a des entreprises qui ont déjà démarré, mais ils ont besoin d'un peu de sous pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est pour ceux qui démarrent, toujours pour l'entreprise, hein, ceux qui démarrent, en fait, vous avez un projet, vous pensez que c'est le projet du siècle, c'est révolutionnaire. Le crowdfunding va vous permettre de valider ce projet-là. Donc, il faut valider un marché. Donc, si vous faites une campagne de crowdfunding et que votre projet cartonne pendant le crowdfunding, vous êtes sûr que c'est un produit qui intéresse les gens. Alors que si vous êtes dans votre maison, vous avez l'argent qu'il faut, il y a l'autofinancement. Vous pouvez prendre votre argent et lancer le projet. Et si vous lancez que ça ne marche pas, vous aurez perdu de l'argent. Donc, grâce au crowdfunding, il y a l'avantage où vous allez pouvoir valider votre projet. Donc, pour les particuliers, pour ceux qui vont contribuer, comme vous le disiez, vous êtes en train de le dire, déjà, pour ceux qui donnent des dons sans contrepartie, c'est les gens qui vont pouvoir investir dans des projets à impact. Si on parle d'une bibliothèque, par exemple, ils savent qu'ils sont en train de donner de l'argent pour que des enfants qui sont dans ces quartiers, dans ces villages-là, vont pouvoir accéder à la lecture, à la connaissance rapidement. Donc ça, c'est déjà un avantage moral qu'ils auront. Après, ceux qui gagnent avec les contreparties, eux, ils savent qu'ils vont accéder à un produit avec un prix exceptionnel. Supposons que le produit coûte au lancement 5 000 francs CFA. En crowdfunding, ça va coûter, en 2500. Donc, ils auront un prix promotionnel qu'ils n'auront plus lorsque le produit sera sur le marché. Donc, ça, c'est déjà un avantage à faire. Donc, quand on touche la bonne cible, supposons que vous êtes en train de lancer un truc qui touche la cible des mamans, des futures mamans, la personne se dit, bon, dans 2 mois, j'accouche, donc je préfère mettre l'argent pour acheter ça à un prix promotionnel et dans 2 mois, j'aurai mon produit. Exactement. Voilà, donc ça, c'est l'avantage également. Après, ceux qui font des prêts, ils auront des intérêts également. C'est des prêts à intérêt. Okay, ça peut être c'est moins que les banques, mais c'est des prêts à intérêt quand même. Voilà. Et après, ceux qui font également les actionnaires, quand ils rentrent dans la boîte, si la boîte marche bien, ils auront de l'argent également. D'accord. Alors, parlons à présent des risques pour quelqu'un qui décide d'adopter ce type de financement participatif. Quels sont les risques? Il n'y a pas de risque. En fait, pour lui, le risque qu'il court, c'est que le tout ne marche pas. Après, c'est pas un grand risque. Dans la mesure où si ça ne marche pas, ça veut dire que s'il avait trouvé les prêts à la banque pour lancer son produit, ça n'aurait pas marché non plus. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est qu'il ait le financement et qu'à la fin, il ait fait des mauvaises projections et finalement, il n'arrive pas à aller au bout de truc, il n'arrive pas à sortir le produit. Et donc, les gens ont mis de l'argent, il a essayé, mais il n'a pas pu sortir le produit. Donc, il faut le rendre compte. Il faut rendre compte. Et donc, il peut malheureusement dénigrer son image comme ça. Et pour une entreprise, perdre sa réputation, sa notoriété, c'est un problème après pour rebondir. C'est un risque. Ça. Après, pour les particuliers, il y a aussi le risque que finalement,
La personne dit il va sortir le produit, mais à la fin, le produit ne sort pas. Et donc, je perds mon argent également. Donc, il y a toujours un risque, en fait, pour un actionnaire qui met de l'argent dedans, supposons que je sors 1 million, 2 millions pour financer une boîte. Si la boîte ne va pas au bout du truc et que finalement l'argent se perd, je perds de l'argent. Donc, il y a toujours un risque, en fait. Alors, pour un financement participatif, est-ce que les partenaires, les bailleurs de fonds peuvent investir dans un projet qui est au début réellement une entreprise qui vient de commencer, donc on va parler des startups dans le secteur du numérique qui généralement on sait ces startups commencent avec juste une idée. Est-ce qu'un bailleur de fonds peut accepter participer justement à ce type de financement? Tout à fait. Après, les bailleurs de fonds, ils préfèrent surtout les financements avec actionnariat pour devenir des actionnaires. Oui. Donc, ils ont beaucoup d'argent, eux, de toute façon. Donc, ils investissent, en fait. Mais surtout, c'est dans les projets futuristes, en fait, les projets qui sont liés à la tech, des projets qui sont liés à des produits qui sont innovants. Donc, eux, ils se disent, ce projet va marcher. Et souvent, c'est des gens qui ont voilà, c'est des gens qui ils ont une équipe derrière également qui les conseille, qui leur dit ce produit, c'est bien. Donc, en fait, c'est des gens qui ont de l'argent. Et plutôt que de laisser l'argent à la banque, ils sont tout le temps en train de chercher des projets innovants pour investir, pour pouvoir gagner plus d'argent. En fait, c'est les investisseurs. D'accord. Alors pour finir, en termes de sécurisation des données, comment être sûr que les données fournies par l'entrepreneur ou bien même par le partenaire sont réellement fiables? Du coup, là, ça c'est... Et que ces données ne vont pas fuiter plus tard, quoi. Parce que quand on parle de numérique, vous le savez très bien, on parle également de la protection des données à caractère personnel. Absolument, absolument. Après, aujourd'hui, on est dans la guerre des données. Donc, c'est important. Donc, d'où le choix de la plateforme. En fait, il revient à la plateforme de sécuriser les données. Et on ne peut pas être sûr à 100% que les données sont sécurisées. Il peut y avoir des fuites à tout moment, mais il y a quand même des règles dans certains pays, par exemple la France, il y a des règles qui sont mises en place pour que chaque plateforme puisse respecter en termes de sécurité certaines choses. Déjà, une plateforme qui n'a pas un certificat HTTPS, ça ne sert à rien d'aller sur cette plateforme-là parce que les données sont en danger. Donc, il y a plusieurs paramètres en fait techniques qui sont mis en place pour que les gens puissent respecter ces données-là. Mais comme on le dit, on est dans le monde du numérique, il peut prendre les données, il peut prendre les données, les vendre également à d'autres personnes. Parce que, pour financer autre projet, absolument. Donc, on peut être sûr de rien du tout. D'accord. Alors, ce serait réellement ma dernière question. Cette fois-ci, le financement participatif peut vous aider à atteindre quel taux de financement concrètement, par exemple, en termes de durée? Déjà, il faut savoir que ça dépend de la plateforme qu'on choisit. Il y a des plateformes, par exemple, où la durée de financement, ça ne dépasse pas 1 mois. Au bout d'1 mois, on s'arrête. Donc, maintenant, c'est à l'entreprise qui va définir ses besoins. Il y en a qui ont financé le projet à 100% avec les crowdfunding. Donc, ils se disent, bon, je lance un business qui va me coûter 10 millions. Ils ont tout financé avec le crowdfunding. Après, il y en a qui disent, bon, j'ai déjà un peu d'argent. Et donc, comme je ne veux pas me griller auprès du public, je vais demander juste 10% ou 30% ou 50% de ce dont j'ai besoin et compléter moi-même après. Donc, c'est un peu ça. Et il y en a également qui utilisent le crowdfunding pour juste valider le marché, pour pouvoir les demander des prêts à la banque. Pour certaines personnes, c'est une première étape en fait. Parce que la banque dit, ben, votre projet, ça ne marche pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Je fais une campagne de crowdfunding, le public a accès au projet, je valide mon projet, je dis, bon, je demande 10 millions, il me valide tous les 10 millions. On voit qu'il y a un marché qui est là. Donc la banque ne peut plus dire, il n'y a pas de marché. Il y a un marché, c'est un produit qui a marché, qui a cartonné en crowdfunding. Et donc, à partir de ces données-là, ces informations, ils ne vont plus à la banque avec des blablabla, ils vont avec des chiffres concrets et ils peuvent avoir des financements également pour continuer. Pour réussir le crowdfunding, est-ce qu'il faut faire appel forcément à des experts dans le domaine du numérique pour réellement bien monter son projet? Il faut faire appel non seulement à des experts en numérique, mais à des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Bon, pour le côté numérique, c'est forcément des gens qui connaissent comment marche la communication numérique, puisque on veut... Il faut savoir que 90% ou 100% de financement vient des campagnes sur les réseaux sociaux ou sur Internet et tout ça. Donc, il faut faire appel à des gens qui sont experts en numérique pour pouvoir atteindre le public qu'on veut. Maintenant, après, forcément, pour savoir si le projet marche bien, qu'est-ce qu'il faut faire, les contreparties, comment définir les tarifs pour ne pas avoir des failles. Il faut voir des gens qui sont experts en entrepreneuriat. D'accord. Alors, je retiens un petit résumé pour les différents types de crowdfunding qu'on distingue. On a le financement avec dons, ceux-là qui font des dons simplement à l'entrepreneur, donc à l'entreprise. On a le financement participatif avec contrepartie. On a le financement avec cession d'actionnaires, donc le partenaire devient actionnaire de l'entreprise. Et on a le financement avec prêt, tout simplement. Merci Ghislain Cordjo. Je rappelle que vous êtes web marketeur et avec vous, on parlait du crowdfunding, le financement participatif via Internet. Merci pour ces précisions. On vous souhaite déjà un bon voyage, n'est-ce pas? Merci. À très bientôt par ici. Et à votre suite, on enfile nos bottes, direction les champs dans Ça pousse.
Ce midi, avec Tadagbe Valère Wansou, ça pousse du gingembre dans nos champs. Tadagbe, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Comment chers amis vous allez? téléspectateurs. Ça va bien chez toi? Ça va, je bénis le Seigneur. Toujours rouge, hein? Ah bon? Ouais. Toujours rouge, c'est-à-dire? Ah non, bon, on avance. On avance où? Ouais. Alors, comment réussir la culture de son gingembre? Alors, le gingembre, pour nos scientifiques, Ginger officinal, c'est une plante qui se reproduit par, comme le manioc, l'igname, ça donne des tubercules, ce qu'on appelle ici des racines, et c'est ça qui nous intéresse, nous les humains. Et dans cette émission, je vais vous montrer, avec la complicité de la régie, comment passer des semences de gingembre. Tu ne vas plus voir les gingembres après mon exposé de la même manière. Allons-y. Alors, les gingembres que nous consommons, on peut toutefois les multiplier pour avoir des gingembres à foison à la maison ou à la ferme. Alors, ce qu'on appelle semence de gingembre, c'est un gingembre qui est resté au champ, qui a une durée de maturité supérieure ou égale à 11 mois. D'accord. La durée de récolte du gingembre est de 9 mois après semis. Mais quand on réserve certaines catégories de gingembre pour faire la campagne prochaine, il faut les laisser au moins 11 mois pour qu'ils puissent devenir complètement matures. OK? Et donc, quand on prélève les gingembres naturels qu'on a à la maison, on va voir que les gingembres là ont des sommets, ont des endroits, et si on laisse même pendant une semaine, 2 semaines, oui. on Parfois, pense que nous, ça pousse. avec les femmes là, enfin nous les femmes à la maison, souvent on creuse un peu de terre là, on met les gingembres pour histoire de garder ça beaucoup plus frais. OK. Et parfois on remarque que ça a l'air pousse. de pousser, voilà. Ouais. Il y a les racines et tout. Très bien. Est-ce que c'est de ça que tu es en train de C'est ça parler? que je suis en train de parler. D'accord. Et donc, le gingembre de la maison, le gingembre comestible est bel et bien voilà, reproductible, peut être multiplié. Donc, quand je prends le gingembre, au lieu de mettre le gingembre entier en terre pour espérer que ça me donne encore beaucoup d'autres gingembres, ce qui est normal, je vais le multiplier en des semenceaux de gingembre. D'accord. Les semenceaux de gingembre, c'est le gingembre entier que je casse tout en tenant compte de l'existence des bourgeons ou bien des parties qui peuvent germer éventuellement sur la plante. Quand je fais cette première étape, je vais maintenant creuser une tranchée plus ou moins de 5 à 10 cm de profondeur et y incorporer du fumier de vache à l'intérieur de cette tranchée-là. Quand je fais ça, je vais mettre... Attention, il faut que je parle de la densité de plantation. La densité de semis de gingembre, si vous faites de la monoculture, c'est de 10 cm entre poquets. Un poquet, c'est entre les gingembres, pieds de gingembre, et 20 cm entre les lignes de pieds de gingembre. D'accord. Donc 20 cm entre les lignes de pieds de gingembre et 10 cm entre les gingembres sur la ligne. Alors quand je fais ça, je vais déposer les gingembres à tous les 10 cm dans mon truc là, mon petit caniveau de 5 cm de profondeur ou de 10 cm de profondeur. Et là, je vais renverser la terre, si la régie permet de voir, on peut voir, renverser la terre, bon là, pour fermer le gingembre. Maintenant, apporter mon arrosoir pour arroser. Et la partie la plus importante du gingembre, la voici. Si vous faites le gingembre comme ça et vous ne paillez pas, ça va pourrir, soit ça va pas germer, ça va s'assécher dans la terre. C'est le paillage qui permet comment on appelle ça en fond? Quoi ça? Le gingembre. Doté? Doté, très bien. C'est le paillage, c'est les feuilles mortes, c'est les branches de palmier, les branches de cocotier qu'on a dans le champ qui permettent de pailler, de couvrir complètement le sol. Là où on a mis le sillon ou bien notre tranchée qu'on a creusé là, on doit protéger ça complètement pour que le soleil ne touche pas ça. Et quand on fait ça, ça va créer une activité des micro-organismes, ça va créer une fermentation, une chaleur et une humidité à l'intérieur. Et le gingembre va germer et ne va pas être directement au contact des rayons ultraviolets du soleil, va germer et puis voilà, va exploser le maximum de son potentiel génétique. Et ça dit que le gingembre n'aime pas du tout le soleil? Le gingembre est une plante qui est exposée au soleil. C'est une plante qui aime la lumière, qui aime le soleil. Sans le soleil, elle ne peut pas réaliser la photosynthèse, donc elle ne peut pas donner un bon rendement. Donc, plante de soleil, plante qui aime les sols meubles, riches, drainants et aérés,
plante qui nécessite paillage au début du semis, sinon vous n'aurez rien du tout. D'accord, Ouais. d'accord. Alors malheureusement, aujourd'hui, On n'a pas eu les s'excuse images auprès des champ. téléspectateurs. On a eu un souci avec les images à la dernière minute. Oh là là. Donc du coup, comme d'habitude, cette fois-ci, vous n'avez pas en image tout ce que Tadagbe Valère Ronceau est en train d'expliquer. Ben, ce n'est que partie remise. Alors, est-ce que toute cette méthode concerne tous les types de gingembre qu'on distingue, ou bien c'est spécifiquement ce type de gingembre dont vous êtes en train de parler? On est en train de parler ici, c'est pour ça que j'ai précisé le nom scientifique Ginger officinal, qui est le gingembre comestible qu'on consomme. D'accord. On peut réaliser la même méthode pour le curcuma. Tu connais le curcuma? Oui, le curcuma. Alors le curcuma, c'est parfois, on a tendance à mélanger les deux. Se dit que bon, le gingembre peut remplacer le curcuma et vice-versa. Le curcuma bio est plus 10 000 fois plus rentable que le gingembre. D'accord. Celui qui Dans a le marché, l'agriculture. oui, dans l'agriculture. Celui qui a le marché de curcuma et qui produit du bio, qui est certifié par les entreprises occidentales, producteurs bio de curcuma, il devient millionnaire en euros. Je dis D'accord. millionnaire en euros. D'accord. C'est rare en fait qui fassent confiance aux entreprises africaines pour produire. Alors, on va parler rapidement si tu me permets, Très de rapide. rendement. Le rendement de gingembre par hectare est de 20 tonnes en moyenne. Ok. Donc, ça fait 200 sacs de 100 kilos. À Tokpa, actuellement, si nos mamans nous regardent, le sac de gingembre est entre 25 000 francs et 28 000 francs. Le sac de 50 kilos. Supposons même que c'est 25 000 francs. Ça veut dire que 100 kilos, ça fait combien? 50 000. 50 000, oui. 50 000 multiplié par 200 sacs, ça fait combien? Ah, mais 10 millions de francs CFA. 10 millions. Et tu Et investis ceci par combien de... 9 mois, après 9 mois. Wow. Donc là, tu injectes dans la position de gingembre. Attention, ce qui vous coûte de l'argent, c'est le paillage. On pense que c'est facile de ramasser les feuilles là. Non, il faut mobiliser un camion pour le aller faire. chercher les mauvaises herbes ailleurs. Il faut faire l'irrigation pour arroser. Il faut beaucoup de fumier de vache. Et même malgré toutes ces charges, si on va amortir l'irrigation, tu es au bout de 9 mois à au moins 5 millions de francs CFA de marge. Et vu que le domaine agricole est exonéré, tu ne paies pas d'impôts parce que tu ne fais pas de la transformation. C'est quand tu vas prendre le gingembre maintenant Pour et dire que tu veux faire le jus de gingembre voilà, que tu vas là, payer les vas impôts. encore payer les C'est un Ok, peu ça. merci Tadagbe Valère Ronceau, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait justement de comment réussir la culture du gingembre en Afrique et donc au Bénin. Bel après-midi. Bel à après-midi vous. à vous. On installe à présent mes invités pour le débat. Le prénom permet de distinguer au sein d'une même famille les différents individus portant le même nom de famille et il est donc très important, on est d'accord là-dessus. Choisir un nom est un acte fort, rempli de signification. Dans la plupart des sociétés, cet acte s'accompagne de rites et rituels particuliers et non, en nommant l'enfant, nous le faisons exister et nous le reconnaissons. De ce fait, une transmission s'élabore entre celui qui donne le nom et celui qui le porte. Mauklo, Dotu, Doji, Senan, Tadagbe, Fika, Fifa, Wefa. Voilà, ce sont là quelques prénoms donnés au sein de la communauté fond du Bénin. Au-delà du sens véhiculé, ils sont la matérialisation d'une histoire, le résultat d'événements ayant marqué la venue au monde de l'enfant. Ce midi donc, on s'intéresse dans notre forum de discussion à l'attribution des prénoms dans le foyer et son impact sur l'avenir de l'enfant. On en discute avec mes amis du lundi. Simplice Dossou, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Quel plaisir de vous revoir par ici. Plaisir partagé, surtout qu'on est en train de festoyer. Toujours la Pâque résurrection de Christ Jésus-Christ. pour les chrétiens. D'accord. Alors, à côté de Simplice Dossou, comme d'habitude, Leslie Messila, bonjour. Bonjour. Plaisir Rebecca. de vous revoir par ici. Plaisir partagé. Prophète Bonne fête. Jean, merci beaucoup. Prophète Jean Hundio, bonjour. Bonjour ma fille Rebecca. J'espère que vous allez très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors déjà, bonne fête à vous, chers amis, Merci. bonne fête. Merci. J'espère que la fête a été belle. Hein. C'est vrai, elle se poursuit puisque nous sommes le lundi de Pâques. On penserait que comme nous sommes là en direct, on ne fête pas, mais bon, ou bien que la fête est terminée. Non. Tout À la télé, il n'y a pas de jour férié. N'est-ce pas? Oui. Quand on allume sa télé, forcément, il faut voir les infos parce qu'il faut voir l'actualité. Il n'y a pas de jour férié. Alors, chers amis, comment se fait la nomination des prénoms au sein de vos ethnies? Je commence par Simplice Dossou. Merci beaucoup. Et vous savez, quand on parle de nom,
c'est d'abord l'identité d'une personne. Et c'est ça qui témoigne son existence. Et lorsqu'un enfant est né, avec le temps, on doit lui attribuer un nom. Donc si on ne lui donne pas un nom, par quelle appellation peut-on le contacter, le toucher et le connaître davantage? Donc lorsque dans une famille, selon les ethnies, je vais dire, et quand l'enfant est né, d'autres disent il faut attendre des jours avant que l'enfant ne sorte. Et puis lorsque l'enfant sort, c'est ce jour-là que tout le monde est informé de son nom. Au sein de vous, votre ethnie, comment ça se fait? Bon, au sein de nous, notre ethnie Marie, et quand tu es né, et ça peut faire... Bon, c'est pas que ça peut faire. Et déjà 8 jours. 8 jours? 8 jours, oui. Après les 8 jours, on donne le nom à l'enfant. Oui, l'enfant, on donne un nom à l'enfant. D'accord. Oui. Maintenant, ça dépend aussi de la famille. Ça dépend de la famille. Certaines familles, le même jour que l'enfant est né. Mais en général, jours, oui, quoi. oui, en général, D'accord, 8 jours. d'accord. Leslie, c'est quelle ethnie au Cameroun? Je suis Boulou. Boulou. On est du sud du Cameroun. D'accord. Et là-bas, comment ça se fait? C'est dès que l'enfant naît, on l'attribue un nom. En même temps? Oui, il n'y a pas 8 jours, il n'y a pas 2 jours, il n'y a pas de rituel, de rite? Non, pas du tout. On donne le nom automatiquement, mais sauf que il peut arriver qu'on donne le nom du grand-père, de la grand-mère, et voilà, ainsi de suite. D'accord. Alors, prophète Jean Hunjo, je ne vais pas vous demander au sein de votre ethnie, je vais plutôt demander au sein de votre congrégation religieuse, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est le couple qui donne le nom à l'enfant ou c'est le devancier, donc le pasteur ou le prophète? Oui, merci ma fille Rebecca. Le problème, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais que nous puissions, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au nom, lorsqu'on va donner le nom, qu'est-ce que Dieu dit? Je suis dans Luc 2, verset 21, qui dit ceci: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fut confus dans le sein de sa mère. Donc le 8e jour. C'est ça que Dieu a établi. Lorsque l'enfant vit au monde là, 8 jours là, il faut lui donner, il faut le circoncire, il faut lui donner le nom. D'accord. Mais pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a dit ça compte tenu de certaines choses. Comme quoi? Oui, merci. Lorsque l'enfant vient au monde et qu'on veut lui donner le nom, il y a beaucoup de choses, hein, que ce soit spirituel que physique. Mais parfois le spirituel dépasse même le physique. Ouais. Lorsque l'enfant vient au monde, pour lui donner le nom, vous savez, les gens, il y a 9 mondes. 9 mondes dans l'univers. Lorsqu'on veut donner le nom à un enfant là, ces 9 mondes là se présentent. D'accord. Ne se présente pour entendre ce que la signification de ce nom-là, pour pouvoir agir par rapport à ça. L'enfant qui vient au monde, c'est Dieu qui donne l'enfant. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman là, donc, cet enfant est gardé par l'ange de la maman. Mais lorsque l'enfant naît, le premier cri de l'enfant fait descendre son ange gardien avec le cahier de charge de tous les êtres, de tout et chacun de nous. D'accord. Nous avons un cahier de charge. Donc ça vient avec le cahier de charge. Et le contenu du cahier de charge se trouve dans Genèse 29, verset 11, qui dit ceci: car je connais les projets que j'ai pour tout sur toi. Projet de bonheur, dit l'Éternel, projet de bonheur, de joie, de prospérité et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. D'accord. Donc déjà là, Dieu a un projet de bonheur pour tous les êtres humains. D'accord. Lorsque Dieu dit le 8e jour de donner le nom à cet enfant-là, le 8e jour à 0h01 minute, l'ange gardien qui est venu du ciel et qui a le cahier de charge de cet enfant-là n'a plus l'autorité seule sur le contenu de ce cahier de charge. Donc, ça veut dire que d'autres invités du 8e monde vont aussi intervenir par rapport à ça. D'accord. C'est là que le problème se pose. D'accord. Et là, certainement, ce serait réellement ambigu pour ceux qui ne comprennent pas forcément la Bible. Donc, on va revenir ici dans notre monde à des physiques. Alors, chez vous, je réponds donc à ma question. Comment est-ce que ça se fait au sein de votre congrégation religieuse? Est-ce que c'est au devancier de donner le premier nom, prénom à l'enfant, au nouveau-né, ou bien c'est à la famille, donc aux parents? Non, c'est les parents. C'est les parents. C'est les parents. D'accord. Et qui amènent ça à l'église. Et puis, par rapport à ça, on prie par rapport à ça. D'accord. On remet ça au pasteur, et puis le pasteur prie sur ça. D'accord. Simplice Dossou, dans le foyer, qui devrait donner le prénom à l'enfant, entre la femme et l'homme?
Oh, ça, c'est une question pertinente. Et souvent, vous posez les questions pertinentes qui nécessitent aussi une réponse pertinente. On y va. Vous voyez, on dit souvent, l'homme est le chef du foyer. On dit ça. Maintenant, il y a certaines situations dans lesquelles il faut vraiment avoir un consensus. Parce que c'est la femme qui a gardé l'enfant, qui a porté la grossesse dans son ventre. Bien vrai que le mari aussi la porte dans son cerveau en se déplaçant. Donc, lorsque l'enfant est né, ça ne revient pas de façon directe ou bien de droit au mari de dire oui, je m'impose, c'est le nom que je donne à l'enfant qui va passer. Il faudrait que les deux s'asseyent pour se poser la question, quel nom donner à notre enfant? À quel moment on fait cette discussion-là? La discussion se fait avant bien sûr. Lorsque la femme sait que oui, je suis en état et que le mari aussi sait que ma femme est en état, déjà on commence par réfléchir sur tout ça là. C'est la préparation lointaine jusqu'à l'accouchement. Comme on prépare aussi les trousseaux, c'est comme ça, il faut préparer le nom de l'enfant. Et maintenant, la femme a aussi son mot à dire. Si la femme garde sa bouche bée, et qu'elle n'arrive pas à se prononcer, et que c'est le mari qui impose le nom, ça pourra frustrer la femme. Elle ne pourra pas digérer. Donc, ce sont les deux ensemble qui s'asseyent pour dire oui, voilà le nom qu'il faille donner. Maintenant, il y a aussi une erreur qu'il faut éviter. Quand les deux s'asseyent, s'ils ne se comprennent pas, là, il y aura problème. Mais s'ils se comprennent, c'est bon. Soit carrément, d'autres disent, parce qu'on ne s'est pas compris, là, nous allons couper la syllabe de nos noms et on va les agencer pour donner ça à l'enfant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une compréhension. Non composé. Non, mais est-ce que c'est forcément parce qu'il n'y a pas eu compréhension? Bon, il y a d'autres qui se comprennent sur ça d'abord. Maintenant, on n'arrive pas à détecter ce qui est sous cette forme d'appellation, d'attribution de nom à l'enfant. Lorsque vous prenez la syllabe de vos noms, vos prénoms, et vous attribuez ça à l'enfant, c'est quelque chose qui n'existe pas d'ailleurs. Ça n'existe pas au monde spirituel, ça n'existe pas. Vous avez donné un nom à l'enfant. On innove. C'est pas une innovation. Pourquoi ça vous dérange? Faut pas innover. C'est pas parce que vous ne le faites pas non, que c'est vous pas allez parce dire que je ne le fais pas. Mais je demande à ceux qui le font de chercher à comprendre le sens de ce qu'ils font. Parce que si vous ne comprenez pas le sens de ce que vous faites, ça aura des impacts négatifs sur la vie de l'enfant. D'accord, c'est votre avis. Bon, ça c'est mon avis. Parce que lorsque vous faites la composition, c'est que vous avez créé quelque chose, mais qui n'a pas un sens d'existence. D'accord. Selon moi, vous voyez. Et ça a des impacts au plan spirituel. Ça suit l'enfant. Donc, ça revient en réalité aux deux de s'asseoir pour dire oui, nous allons donner tel nom à notre femme, à notre enfant. Si la mère consent, c'est bon. Si le père aussi donne son consentement, c'est bon. Et là, cette joie va sur l'enfant. Il y a d'autres femmes qui se disent non, c'est moi qui ai porté la grossesse. Vous n'avez pas de nom à donner à mon enfant et je donne. C'est pourquoi d'autres enfants, ils ont 4, 5, 6 noms. D'accord. Le père donne, la mère donne, la tante donne, l'oncle donne. Le beau-père donne, la belle-mère donne. D'accord. À vous entendre et on comprend que pour vous, c'est une discussion à avoir avec son ou sa partenaire. Donc, une discussion en amont. Bien sûr, bien sûr. Leslie, vous êtes d'avis pour le prénom de l'enfant. Est-ce que c'est aux deux parents, donc le père et la mère, de discuter en amont ou bien le père amène sa liste et la mère également? Non, je trouve qu'il a raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est un enfant qui est là, c'est pas un objet. Et les noms sont très sensibles parce que il y a des noms qu'on peut donner qui font l'inverse. Ça veut dire qu'apporter la malchance, excusez-moi. Et comme d'autres noms à qui on donne aux enfants qui leur apportent la chance. Donc c'est aux deux, au père, à la mère de discuter et se dire ensemble, mais pas forcément, comme il disait tout à l'heure, faire cet agencement, c'est ça, de noms, voilà. On peut donner le nom de... C'est comme moi, je porte le nom de ma grand-mère, par exemple. Et j'ai même un petit nom de mon grand-père aussi à l'intérieur. Donc, c'est très important parce qu'il en va de l'identification de la personne. Et vous savez, Rebecca, un nom nous suit toute notre vie. D'accord. Leslie, on aura entendu. Prophète Runjo, quand Leslie dit qu'un nom vous suit toute votre vie, ce qui voudra dire que le nom a d'impact sur la vie de celui qui porte ce prénom-là. Mais est-ce que finalement, c'est pas des suspicions comme quoi, parce que telle personne s'appelait, exemple, Paul, et que Paul, toute sa vie, a été un délinquant, on donne le prénom à l'enfant qui naît, on dit Paul, ah non, et les Paul sont comme si... Est-ce que finalement, c'est pas que des suspicions?
Non, je ne peux pas dire d'office que c'est des suspicions, non. J'ai écouté une histoire à la radio. Il y a quelqu'un qui a donné le nom Satan à son enfant. Tu vois. Et l'enfant a fait quoi? L'enfant, un jour, il n'avait pas à peine 8 ans. Hein. Oui. Il a pris le couteau, il est rentré au marché avec le couteau et puis il a poignardé les gens. Est-ce que c'est pas parce que justement, à la naissance de cet enfant, quand il a commencé par comprendre, de gens lire, entendre et tout ça, on a parlé des gens, ah non, Satan dans la Bible, il est démoniaque, il est... Est-ce que c'est pas tout ce que nous entendons qui finalement impacte sur notre vivre dans la société et que c'est pas le nom peut-être n'a rien à voir? Non, le nom a une influence. Bon, cet enfant-là, par exemple, lorsqu'on l'a pris, on l'a mis au tribunal. Tu vois, et au tribunal, on lui a donné le papa, on a emprisonné le papa. Pourquoi? Oui, on a emprisonné le papa. Pourquoi il va donner le nom Satan à cet enfant? On l'a emprisonné, et c'est au tribunal qu'on lui a donné à l'enfant le nom, on t'appelle Dou. Maintenant, si on l'appelle Dou, là, il a changé pour autant? Tellement, je suis pas... mais il faut dire que le nom... Le nom influence notre personnalité. Il faut chercher à donner, c'est-à-dire chercher à comprendre le nom qu'on veut donner, l'explication de ce qu'on veut donner à l'enfant. Il ne faut pas d'un seul trait, d'un seul coup comme ça, je donne tel nom. Non, il faut comprendre. D'accord. Si on ne comprend pas, juste hier, ça influence. Mais ça peut changer demain. D'accord. Prophète, j'ai envie de vous demander, vous avez dit tout à l'heure que il faut savoir donner le nom et que chaque nom a une signification et donc un impact sur celui qui le porte. Généralement, on remarque que quelqu'un qui, à la naissance, n'est pas né dans une famille chrétienne et donc a peut-être un nom de quoi, je vais dire quoi, Asiba, Ayaba, Kokouvi ou Boyon, ou bien Vaudouillon, des prénoms comme ça qu'on donne à l'enfant. Et l'enfant grandit, devient adulte et commence donc, prend le chemin de la voie du Christ, du Seigneur, donc devient chrétien. Généralement, c'est dans la congrégation religieuse, chez les évangéliques, qu'on voit ça. La personne peut décider de changer son prénom et dire désormais, je m'appelle Frère Jean, Frère Paul, Frère Si. Au lieu de Boyon, ça devient Jésus. Voilà, au lieu de Boyon, ça devient Jésus. Justement, prophète, est-ce que, puisque vous étiez en train de dire tout à l'heure que le nom qu'on donne a une signification, dans ce cas-là, pourquoi vous acceptez justement au sein de la congrégation religieuse, je ne dis pas vous, non, je comprends. Pourquoi vous acceptez que le frère en question change de prénom? Et si ce frère change de prénom, est-ce que cela va pour autant agir sur sa personnalité? Oui. Vous voyez, moi je me réfère toujours à la Bible. Vous voyez, il y a, la fois passée je disais, il y a une femme, la première femme morte sur la table d'accouchement pour la dernière enfant là, s'appelle Rachel. Au moment de douleur, vous voulez donner l'enfant, elle a dit que cet enfant va s'appeler Benoni. Or Benoni, c'est la signification, c'est enfant de douleur. Mais le papa qui était là et qui était en train de prier a reçu l'inspiration que cet enfant ne va pas s'appeler Benoni, mais le papa lui a donné Benjamin. Tu vois, Benjamin, ça veut dire la vigueur de ma force. Si on laissait cela, on laissait Benoni là. Lorsqu'on va commencer à appeler, on dit Benoni, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui répond sur la douleur qui répond? La douleur, donc c'est pour éviter tout ça là, qu'il faut savoir quel nom donner. Parce que lorsqu'on appelle Rebecca par exemple, on dit sœur Rebecca, sur le plan spirituel qui répond d'abord avant que le physique ne répond. Parce que c'est le monde physique, c'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Donc à tout prix, il faut tout faire pour que sur le plan spirituel là, que cela soit positif sur l'enfant. Sinon, ça a des réactions. Justement, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui vous fait croire que quand on donne Boyon, Vaudon-Vie, Vaudon, tout ce que vous voulez à l'enfant, que sur le plan spirituel, ça n'a pas d'impact positif sur sa vie? Oui. Vous voyez, l'enfant, lorsque l'enfant naît, on espère, c'était une attente par rapport au nom qu'on donne à l'enfant. C'est ça qu'on espère. Tu vois. Lorsque l'enfant grandit, lorsqu'on lui donne n'importe quel nom, ce n'est pas bien parce que, vous voyez, je vais donner un exemple. Abraham, je vais donner toujours un exemple. Je vais donner Abraham. Abraham, ça veut dire Père exalté. C'est ça Abraham. Mais pendant 99 ans, il est resté pas être Père exalté.
il n'est pas exalté. Parce qu'il avait un besoin. Le besoin, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à 99 ans. Mais c'est lorsque maintenant, là, Dieu a changé son nom Abraham en Abraham maintenant. Qu'en même temps, là, il est rentré dans sa destinée. Ce qu'il désirait, il a eu ça. D'accord. Il a reçu le bien à 100 ans. Tu vois. Donc, à tout prix, sur le plan spirituel, il faut tenir compte de certains paramètres avant de donner des noms à un enfant. Donc, en gros, si je comprends bien, vous êtes pour le fait que si on a un prénom qui ne nous fait pas honneur ou bien qu'on n'a pas envie de garder, de porter toute sa vie, quand on devient chrétien de telle obédience, on peut changer. On peut changer. D'accord, merci. Simplice Dosso, quel est votre avis sur la question? Très rapide. Oui, vous savez, lorsque l'enfant est né, l'enfant n'a pas encore cette opportunité de lui attribuer lui-même son prénom. Son prénom. Donc, il est dans l'ignorance. Je peux naître dans une famille purement vaudou et que on me dit vaudouillon et que 18 ans après, 20 ans après, j'ai ma maturité, je suis majeur, je vois que bon, ce vaudouillon qu'on m'a dit, j'ai analysé, je vois que ça a des impacts de façon négative. Il y a des gens qui sont vaudouillons, qui sont encore des pasteurs et qui n'ont pas changé leur nom. Vous voyez. Mais quand j'analyse, je fais un traitement psychologique à moi-même. Et je sais que de ma mentalité, ça ressort que c'est le nom qui fait que je constate des obstacles sur ma vie. Je peux prendre ma décision personnelle de le changer. D'accord. Là, maintenant, vous êtes en train de parler du cas d'un prénom. Et lorsque vous portez un nom de famille, je porte un nom de... Legba, par exemple, Vaudou, par exemple, Vaudou, par exemple, vous faites comment? Vous changez aussi le nom de famille? Non, en fait, c'est à toi de prendre la décision. Ok. De changer votre nom de famille. Oui, ça te prendre la décision de changer ou pas. Maintenant, là, est-ce que c'est le nom que tu as changé qui fera de toi ce que tu devrais être? Non. C'est la question. C'est la question qu'il faut se poser. Il y a aussi la foi que tu as d'abord toi-même. Le nom peut être là et je dis, j'ai la foi que je vais prendre ceci, ça doit marcher. Vous voyez? Donc, en réalité, le nom, bien vrai, ça, comment on appelle, des impacts. Mais lorsque tu vois dans l'avenir que ce nom, quel que soit ce qu'on m'a attribué, peut rester là, je peux évoluer, tu peux évoluer avec ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment dubitatif. Il faut bien réfléchir, analyser le cas avant de pouvoir prendre une décision. Et tout revient à la personne même. C'est à toi de dire oui, je prends ma décision de faire ci, parce que ça m'engage. D'accord. Leslie, très rapidement. Oui, par rapport à ce qu'il disait, plus ou moins. J'ai vu une émission dernièrement, il y a, aux États-Unis, il y a un monsieur qui a tué en série. Et après, il s'est fait que sa fille s'est retrouvée dans une histoire de justice. Et on a fait le lien très rapidement avec son père où on lui disait, si ton père a fait ci, c'est que non, te suit? C'est votre père qui a tué telle personne. Donc, on l'a reconnu à travers le nom de son père. Donc, c'est pour revenir à dire que faut faire très attention parce que, comme il a dit, c'est déjà accompli spirituellement avant d'être physique. Les noms sont très importants. Par exemple, Rebecca, en sorcellerie, c'est votre nom qu'on va appeler. Donc, pour moi, c'est très pointu. Oui. D'accord. Moi, je dirais même que si quelqu'un a la possibilité de changer pour pouvoir reprendre un nouveau départ, qu'il le fasse. D'accord. Dernier tour de table. Certains vous diront qu'à chaque jour correspond son prénom. Prophète Ronjo, vous êtes d'avis? À chaque jour correspond son prénom. Par exemple, quand on prend le calendrier, on est quel jour aujourd'hui? Lundi de Pâques. Je ne sais pas quel prénom. Premier, voilà. On est en avril, 1er avril, je ne sais pas, on va dire peut-être avril à la personne. Bon, je sais qu'il y a un nom, il y a des natifs du 1er avril. En tout cas, c'est pour vous dire que selon le calendrier, certains vous diront que tel jour correspond à tel nom. Vous êtes d'avis que si l'enfant naît un mardi, qu'on lui donne le nom correspondant à la date du mardi de telle date, de telle année? Non, pas forcément. D'accord. Non, pas forcément. Non, on n'est pas tenu forcément de donner le nom calendaire à son enfant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il faut, tout ce que nous disons, il faut tenir compte. Sur le calendrier, ça ne vous plaît pas. Donc, ce n'est pas obligatoire que vous allez prendre ça là pour donner à votre enfant. D'accord. Mais pas du tout. Il y a certains qui font recours systématiquement au nom biblique parce qu'on dit comme c'est dans la Bible, forcément, c'est que ça a un impact positif. Vous êtes d'avis? Oui. Est-ce que tous les noms bibliques ont un impact positif sur la vie de celui qui porte le nom? Non. Mais non. Mais comme c'est dans la Bible, là, ça protège. Il vaut mieux prendre un nom biblique, pas tous les noms bibliques. Il faut d'abord comprendre encore le sens de ce nom biblique-là. On prend par exemple Caïn.
C'est plus Oui, et j'ai volé encore pour dire qu'on prend Judas. On comprend Judas, parce que c'est biblique. D'accord. Oui. Celui qui a parlé de Satan, c'est biblique, n'est-ce pas? Ok, c'est plus dessous. Très rapidement, pour clôturer, le nom par rapport au jour. Bon, ça, lorsque je vois des gens qui sont tellement collés à ça au calendrier, c'est déjà une date qui montre que tu ne veux pas être indépendant. Parce que le calendrier est conçu dans un sens donné. Il faut s'en départir de ces choses et être conforme à ces réalités pour attribuer un nom à ton enfant. Et les objectifs que tu as donnés sur ton enfant, pour lui attribuer ce nom. Simplement. Ou simplement. D'accord, Leslie, très rapidement. Tu le nommes docteur. Je crois que vous donnez le nom qui vous vient à l'esprit et ne pas se conformer à un calendrier ou quoi que ce soit. Simplement, et il faut toujours être en concertation avec le père ou la mère. Voilà. Merci, chers amis, pour ce moment de partage d'idées. Certains vous diront que les noms attribués sans aucune connaissance de la signification impactent négativement la vie des enfants. Pourtant, d'autres choisissent juste en fonction des faits et des vécus. Par exemple, j'ai connu un ami qui a tel prénom et qui m'a marqué positivement. Donc, dès la naissance de mon premier enfant, je lui donne le prénom de cette personne. Bref, tout ceci pour vous dire que chaque parent, chaque foyer, selon la fondation de son couple, choisit telle ou telle autre méthode de choix de prénom de l'enfant, tout simplement. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Merci pour votre fidélité à cette tranche. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye et bonne fête de Pâques.